Puisque des faits non encore jugés ne peuvent être présentés comme les avis, les positions, les opinions des Burkinabés ou de l'opinion générale, on se retrouve du lundi au vendredi à partir de 8h sur votre radio et sur votre télévision pour partager ce regard critique et pluriel sur les faits majeurs de l'actualité à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Patrick Louis-Richard nous apprend ceci: donnons des silences à nos colères. Ne faisons pas dans la précipitation ce que nous regretterons dans l'accalmie. Bonne méditation en cette journée du 6 octobre 2020. Bienvenue à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Mon nom est Lukman Sanfo et je préside donc ce tribunal de l'actualité. Au siège, nous avons Geoffroy Vaha et Ben Abouban. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Disons également bonjour et merci à l'équipe de réalisation, à la télé, True TV également, à la radio Watt FM. Et merci à vous qui nous faites la mission du lundi au vendredi de façon continue à cette émission, le tribunal de l'actualité. On parle de l'actualité tout le temps et vous le savez que l'actualité est dominée par ce mouvement d'humeur annoncé, puisqu'on apprend aussi que l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, l'UCRB, a dans une note adressée au chef du gouvernement burkinabé menacé donc d'observer un arrêt de travail de 96 heures à compter de ce mardi 6 octobre 2020 si sa plateforme de revendications ne trouve pas satisfaction. Dans la foulée, un autre groupe de chauffeurs regroupés au sein du syndicat national des chauffeurs professionnels, SINACCB, a annoncé se démarquer donc de cette lutte. Pour eux, les raisons avancées ne nécessitent pas d'aller en grève. Après des concertations, dit-on, nocturnes avec les autorités, on apprend au petit matin de ce mardi que le mot d'ordre de grève a été suspendu. Que s'est-il passé entre-temps? Nous avons voulu comprendre et pour cela nous avons convoqué donc l'UCRB représenté ce matin par son secrétaire permanent dans la personne de Yamindi Draman Doussa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Merci. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Je me retourne donc vers le juge au siège pour entendre leur regard sur l'actualité. On commence par Ben Abouban ce matin. Merci Président. En avant-propos, je vais aller très vite, même si c'est 3 avant-propos. Le premier avant-propos va concerner, hier nous avions enrôlé un sujet par rapport au quitus fiscal qui n'est pas demandé à ceux qui veulent nous diriger, alors que c'est des gens qui ont de gros patrimoines, qui ont des véhicules, et qui ont des immeubles, donc qui sont passibles effectivement d'être taxés, ne serait-ce que déjà même la taxe de résidence. Donc nous avions effectivement enrôlé ce sujet, on en parlait par rapport à la nécessité que ces messieurs puissent montrer patte blanche avant d'y aller. Et donc, à travers un communiqué de la direction de la communication de la CENI, on apprend que la SULC demande que exige que les différents candidats et candidates puissent justifier l'origine des 25 millions. Autrement dit, comment est-ce que vous avez obtenu votre caution? Le contrôleur général veut savoir ce qu'il y a. C'est que ce n'est pas une exigence au niveau de la CENI, cela n'est pas contenu dans les exigences pour l'acte de candidature, mais il y a un autre organe au niveau du Burkina qui s'appelle la SULC, donc qui contrôle et qui voudrait également en savoir. C'est ça aussi déjà des lignes qui ont commencé à bouger et c'est un élément fondamental aussi de la démocratie. Donc lui s'occupe de recevoir des candidatures, lui s'occupe de savoir comment est-ce que ces candidats ont pu avoir les ressources. Donc il y a, c'est un élément déjà, j'ai dit c'est un pas de gagné. C'est sûr que nous rêvons que prochainement, on pourra avoir ces exigences de transparence là, à travers certains documents contenus dans les conditions de candidature. Et c'est déjà un acte positif de la CLC qu'il faut saluer et à tous les candidats effectivement de pouvoir se soumettre à ce devoir-là. Deuxième avant-propos, il s'agit de la Côte d'Ivoire où l'opposition avait annoncé un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre. Et donc on apprend également que le stade est fermé pour des travaux d'entretien. Conséquence, l'opposition ne pourra pas tenir effectivement son meeting là-bas à moins que la donne ne change. Bon, et ce qui fait que la question qu'on se pose, c'est pourquoi. Et l'autre observation aussi, c'est que la peur semble avoir changé de camp.
Alors, l'on ne sait pas jusqu'où pourra aller Alassane, jusqu'où également pourra aller son opposition, mais c'est un bras de fer qui se durcit au jour le jour. Et quand les libertés d'expression ou de ces genres de situations sont étouffées, elles peuvent s'exprimer autrement. Et s'exprimer autrement, ça peut être dans des directions inimaginables. Donc, on n'est pas obligé de serrer jusqu'à l'étouffement. Tous les stratèges de la guerre enseignent que même quand vous coincez l'ennemi, il faut lui ménager une porte de sortie. Si vous ne lui ménagez pas une porte de sortie, à un moment donné, ça va être, comment on appelle ça, un combat de survie, et ça peut être fatal même pour vous qui avez cerné l'ennemi. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais vivement que la sagesse puisse habiter les camps pour que la Côte d'Ivoire puisse être, la démocratie ivoirienne puisse être sauvée. Donc, je pense que j'ai dit 3, mais bon. Mais vous allez vous limiter là. Je vais me limiter là parce D'accord. que... Merci donc d'avoir été bref et succinct. On va me donner la parole au juge Vara pour ses avant-propos. Merci, Président. J'en avais 3, mais je vais me limiter à 2 avant-propos, comme on a un invité très rapidement. Et le premier avant-propos que moi j'ai choisi, avant celui du Mali, c'est bien l'autre point hebdomadaire depuis un certain temps que nous donnent donc les forces armées nationales sur leur action sur le terrain. Et le 17e point nous fait état de ce que nos forces armées ont pu, grâce à une offensive de la Tapua, libérer un agent des eaux et forêts nigérien, donc qui était détenu depuis sur notre sol. On parle de démantèlement de plusieurs réseaux de terroristes. Et puis bon, c'est vrai qu'avant, on était habitué à plutôt nos forces peut-être qui battaient en retraite pour employer quelquefois leur jargon, mais qui laissaient sur place leur matériel qui était emporté par par l'ennemi. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est le démantèlement de cellules avec, en prime, certains... c'est en prime donc du matériel qui nous revient et tout. Je dis c'est un bon point, ce 17e point hebdomadaire qui est fait, et ça nous permet de lire un peu plus sur l'action qui est menée sur le terrain, et on espère que les résultats seront de plus en plus probants, et c'est la seule chose qu'on pourrait espérer. J'ai dit 2 avant-propos. Le deuxième, c'est le Mali. On connaît le gouvernement qui a été constitué, 25 membres. On voit que la jeune s'est tiré la part du lion avec les ministères clés, défense, sécurité, administration territoriale, étant entendu que ce pan-là va organiser les élections prochaines. Donc ils ont pris 4 postes en gros. Et puis quand vous regardez, le M5 s'en sort avec 3 postes, mais on retrouve plus des proches de Diko, voilà, qui est quand même aussi la figure de proue de ce mouvement-là. Et on retrouve aussi, je pense, 4 femmes, avec l'entrée très remarquée aussi d'ex-rebelles ou de personnes qui ont accepté quand même, à travers des traités signés avec l'État malien, d'avoir un genre de reconnaissance jusqu'à même à rentrer dans le gouvernement. Je pense qu'on aura le temps d'aborder ces questions-là en avant-propos. Et il y a aussi, concernant la question malienne, ce qui se sursure, c'est la libération du chef de file de l'opposition politique. Et en contrepartie, il y a eu la libération, ça au moins c'est un fait. C'était le week-end d'une centaine de personnes soupçonnées de terrorisme ou reconnues comme terroristes. Bon, ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on les transporte même en avion, on va les déposer dans leur zone de prédilection. Donc, ça veut dire que c'est l'ennemi qui se retrouve encore avec plusieurs ressources. Maintenant, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il est fait état de ce que Soumaïla Cissé et j'oublie le nom de la française, son nom me reviendra, a été libéré. On attend encore d'avoir parce qu'en la matière les gens sont très très prudents. On attend de voir maintenant est-ce que c'est un choix qui a été fait en toute conscience. Bon, je pense qu'on aura le temps aussi de revenir sur ce sujet-là. Puisqu'on a un invité, je vais m'arrêter là. D'accord. Soyez-en remerciés vous également pour ce regard sur l'actualité. Alors à présent on va auditionner donc le secrétaire permanent de l'Union des chauffeurs routiers de Burkina Faso sur ce mot d'ordre de grève sitôt annoncé, sitôt suspendu, va-t-on dire. Et ce qui est sûr, c'est que ce mot d'ordre n'avait pas l'assentiment de tous les chauffeurs routiers de Burkina Faso, puisqu'on a vu le syndicat national des chauffeurs professionnels qui a donc fait une sortie médiatique pour se démarquer de cette lutte. Pour eux, les raisons avancées ne nécessitent pas du tout d'aller en grève. Et on apprend qu'après de concertations dans la nuit avec les autorités burkinabées en charge donc de la question, notamment le Premier ministre, il est
pris en tout cas la décision de suspendre le mot d'ordre de grève. Mais on veut comprendre donc ce qui s'est passé entre-temps. Et ce matin, l'UCRB est représenté par M. Yamendi Dramandoussa, encore une fois. Bienvenue à cette émission. Merci. On va commencer, avant d'aborder directement le problème, parler du climat dans ce monde donc, des transports, parce que cette année 2020, on a vu en tout cas beaucoup de bisbilles dans votre secteur, notamment avec la mise en place de la fêtière unique qui s'en est suivie d'une autre organisation dénommée Haut Conseil. À ce jour, quelle est la position de l'UCRB sur ces deux instances-là? Ok, voilà, je vous remercie de nous donner au fait l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur ces faits de ces 2 derniers jours. C'est pour dire que l'UCRB étant une fêtière, la fêtière des conducteurs routiers du Burkina, l'UCRB n'a pas de choix vu, comment on appelle ça, par rapport à ces deux structures. Voilà. Donc la seule structure qui sera reconnue par les autorités, l'UCRB est contraint de vraiment travailler avec cette structure-là. Donc les différentes, comme vous l'avez dit, les différents bisbilles qui existent entre ces structures-là, nous mettons à l'écart de tout ça parce que ce sont nos patrons. Je peux dire que c'est des transporteurs, ce sont tous nos patrons et nous n'avons pas de préférence quelconque. À l'époque, vous n'avez pas donné tellement de la voix. Est-ce que vous étiez gêné par cette situation ou bien vous aviez clairement un penchant mais que vous avez des difficultés à l'exprimer? Non, nous n'avions pas on ne s'est pas exprimé parce qu'on ne se sentait pas trop concerné. Voilà, parce que c'est vrai que la fêtière des transporteurs, c'est vrai que ce sont nos collaborateurs directs, ce sont nos employeurs, mais on s'est senti un peu... Nous sommes exprimés un peu, juste, c'était pour que le climat, c'est-à-dire le climat qui régnait dans le milieu des transports, puisse vraiment s'apaiser, pour que nous puissions vraiment, tous les problèmes relatifs vraiment à ce milieu-là, et Dieu seul sait qu'il y en a, puissent vraiment évoluer, pour que tout le monde puisse vraiment travailler et puis c'est-à-dire évoluer dans ses affaires. Voilà, parce que de tractation en tractation, on fait du surplace. Et ça n'arrange personne au fait. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons voulu vraiment que les choses se tassent entre eux. Et puis on verra maintenant ce que la suite va donner. Voilà. Dans la note que vous avez adressée récemment au Premier ministre pour annoncer votre mouvement de grève, tout à fait, on voit que vous n'avez pas fait ampliation à ce Haut Conseil. Est-ce que ce n'est pas clairement un choix? Vous n'avez pas fait une option, on va dire, un positionnement en faveur de la fêtière unique plutôt que du Haut Conseil finalement? Non, c'est pas un choix. C'est plus, comment on appelle ça? C'est plus une question de parce que le Haut Conseil, c'est vrai que nous aussi, nous l'avons appris comme ça. Hein. Nous l'avons appris comme ça, la création d'un Haut Conseil. On suit effectivement à la télé, sur les médias aussi leurs activités, mais de manière officielle comme ça, nous n'avons pas reçu effectivement de courrier, étant donné que nous sommes des collaborateurs. Officiel comme ça qui nous notifie, qui nous informe vraiment de la création de cette institution-là. Voilà. Donc contrairement peut-être à la fêtière qui nous a vraiment notifié, et je crois que même à la mise en place même de cette institution-là, nous avions été conviés à Bobo pour l'installation même de cette fêtière-là. Donc, en d'autres termes, vous ne reconnaissez pas le Haut Conseil puisqu'il ne vous a pas notifié de sa constitution. En fait, nous, on s'est dit qu'il serait préférable que nous puissions vraiment travailler avec, nous puissions vraiment notifier, c'est-à-dire ce préavis-là, à ceux vraiment que nous supposons vraiment, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait l'honneur de nous adresser vraiment, comment on appelle ça, une invitation à leur mise en place. Exactement. D'accord. Je passe la parole à Ben Avougma. Oui, mais il y a une précision que je voudrais vous dire, que vous avez été convié à Bobo pour la mise en place de la fêtière. Donc ça veut dire que vous avez été dûment informé. Exactement. Voilà. Contrairement au conseil, moi la question c'est, est-ce que vous êtes membre de la fêtière? Non.
l'UCRB n'est pas membre de la fêtière, puisque quand on dit fêtière, c'est la fêtière des transporteurs. Donc c'était par rapport à certaines tractations qu'il y avait entre les différents syndicats des transporteurs et que le gouvernement avait jugé nécessaire de les mettre ensemble. D'où l'idée de créer cette fêtière-là. Voilà, je crois qu'ils étaient autour de 12, hein. Et 19, 19, c'était 19 syndicats. Je crois qu'il y a 15 qui sont allés il y a 15 syndicats qui font partie de cette fêtière-là. Et je crois que c'est le reste de ces syndicats-là qui s'est rétracté. Et après, on a vu la création d'un haut conseil. Voilà. Non, c'est tout pour ma question d'entrée. Geoffroy Vaha, vos questions d'entrée? Moi, je voulais aller... Pas de généralité, j'ai des questions d'entrée. Si ça vous permet d'entrer déjà, allez-y. D'accord, ok. Moi, je vais, avant qu'on aille sur les questions de fond, c'est pas la première fois que, concernant le monde du transport, j'ai dit ça comme ça, avec tout acteur confondu, on est la menace brandie de la grève. On sait que, avec vous, dès qu'il y a grève, c'est paralysie. Donc c'est clair que tout le monde a un peu frileux que on en arrive à cet extrême là. Mais quelquefois c'est vous menacez à l'intérieur, on n'est pas d'accord et il y a des tractations nocturnes et on sursoit. C'est fait exprès, c'est pour nous faire peur à chaque fois ou bien c'est profondément qu'en votre sein, quelquefois, il n'y a pas la vraie concertation avant certaines annonces. C'est quoi le problème? Non, moi je ne prends pas le problème comme ça. Parce que je crois que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu d'autres mouvements d'humeur qui n'ont pas respecté une certaine éthique. C'est vrai que c'était des mouvements d'humeur. Vous savez que notre milieu, c'est un milieu assez vaste, assez chose. Mais pour cette fois-ci, je crois que nous avons un préavis qui a été dûment notifié au président du Faso. Voilà. Et qui spécifie, qui donnait les dates en bonne et due forme. Du 6 au 9, une grève de 96 heures qui était annoncée. Voilà. Au regard de notre plateforme que nous avons déposée. Et ça aussi, c'est pas de manière fortuite que nous avons déposé ça. C'est à l'issue de plusieurs séries de négociations que nous avons eues avec les différents partenaires concernés. Voilà, que nous avons de manière mûrie, que nous avons déposé cette plateforme, ce préavis de grève là. Voilà. Et je crois que quand vous dites qu'il y a des tractations nocturnes, je ne crois pas. Les tractations n'ont pas été nocturnes. C'est simplement du fait que la réunion, il nous a été... c'est le dimanche, je crois. C'est le dimanche qu'il a été notifié à notre président qu'on devait croiser notre ministre de tutelle. Et le lundi à 13h. Voilà, donc c'était 13h, c'est pas dans la nuit. Et je crois que nous avons terminé les discussions autour de 15h, 15h30, 16h par là. Maintenant, il s'agissait maintenant de rédiger le PV, le protocole, le PV de la réunion. Voilà, et je crois que c'est ça qui a un peu mis du temps. Et je crois que nous avons quitté un peu tard au niveau du ministère pour allier quand même le bureau, pour rendre compte vraiment à la base de conclusions de cette rencontre-là. Et je crois que, comme vous savez que c'est pas facile, il y avait assez de monde, il fallait vraiment arriver à gérer un peu les humeurs et puis gérer tout. À quelques heures déjà du déclenchement de cette grève-là, il fallait vraiment revoir tout. Voilà, donc sinon c'est pas des tractations nocturnes. Justement, qu'est-ce qui se passait? Parce que ce que vous dénoncez, c'est des engagements forts qui ne sont pas respectés. Peut-être on va rafraîchir la mémoire pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent sachent un peu quels étaient les engagements et puis qu'est-ce qui piétine. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Ok, notre plateforme revendicative là portait sur 4 points. D'accord. Ça portait sur 4 points. Le premier point, c'était le point relatif vraiment à la signature de l'arrêté ministériel portant gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso.
Voilà, je sais que si, pour mémoire, je sais que le décret, je crois qu'en 2019, nous avons aussi fait un mouvement d'humeur où nous avions décrié cette gestion-là du fret au niveau des ports. Nous avons dit que il est inadmissible qu'aujourd'hui, au niveau des ports, les camions burkinabés puissent séjourner 2 à 3 mois pendant que les camions étrangers sont en train de faire des rotations. C'est inadmissible. Donc, on a vu qu'il y a un laxisme au niveau de comment on appelle ça, de cette gestion-là. Et nous avons décrié. Effectivement, le gouvernement, il nous avait compris en ce temps et il avait été pris en Conseil des ministres le 26 février 2020, un décret portant gestion de ce fret-là. Maintenant, il avait été maintenant dit que ce décret-là allait être vraiment finalisé par un arrêté ministériel qui allait pour la mise en application vraiment de ce décret-là. Voilà, donc depuis 2000, vous conviendrez avec moi, depuis février jusqu'à nos jours, on ne voyait pas toujours, comment on appelle ça, la signature de cet arrêté-là. Peut-être un peu plus concret, parce que même dans ce que vous avez envoyé, vous parlez d'un décret qui a été signé le 26 février 2016 et qui attend toujours d'être mis en œuvre par arrêté ministériel. Non, c'est plutôt, c'est le 26, c'est 2020. 2020, au lieu de 2016. Et vous parlez d'harmonisation des normes et procédures de contrôle de gabarit des véhicules de transport de marchandises, conformément au règlement 14-2005 de l'UMOA. Oui. Dites-nous, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent comprendre, une bonne fois pour toutes, pourquoi est-ce que les acteurs du domaine sortent, c'est quoi le problème? Ça, c'est un terme peut-être technique pour beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez? Vous parliez tout à l'heure de véhicules qui peuvent faire 2 mois alors que d'autres sont en rotation. Expliquez-nous ce que c'est concrètement pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que vous êtes lésé. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'étais en train de dérouler les différents points, mais je voulais d'abord expliquer point par point. Allons-y. Donc, nous étions effectivement sur l'arrêté ministériel. Nous sommes lésés. Pourquoi? C'est exactement ce que je disais. Aujourd'hui, quand vous prenez au niveau des ports, le fret est dans, comment on appelle ça, dans notre jargon, nous appelons ça, le fret est dans les mains des intermédiaires. D'accord. Des intermédiaires, au lieu d'être dans la main du CBC, qui est la structure habilitée à gérer le fret du Burkina Faso. Le Conseil burkinabé des chargeurs. Conseil burkinabé des chargeurs, le CBC. Donc, il se trouve aujourd'hui que si vous arrivez sur la place comment on appelle ça, la place portuaire, ça veut dire les accords multinationaux que nous avons avec les différents pays, il est notifié que il y a un quota. Il y a un quota de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. 2 tiers pour le pays à qui appartient la marchandise. Donc ça veut dire que si le Burkina Faso affrète un bateau par exemple qui accoste au niveau du port du Togo par exemple, ça veut dire que le Burkina Faso se retrouve avec les 2 tiers de la quantité de marchandises. Et les 1 tiers reviennent au pays de choses, comment on appelle ça? De transit. Au pays de transit. Exactement comme ça. Mais maintenant, c'est sous la supervision du CBC qui doit gérer ça et faire la répartition normalement. Des camions. Normalement. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que, et je ne sais pas par quelle chose, mais la totalité de ce fret-là n'arrive pas au niveau du CBC. C'est juste une infime partie qui est cédée au CBC. Maintenant, la plus grande partie, par des comment on appelle ça, par des manières un peu détournées, moyennant des commissions, ils préfèrent maintenant, comment on appelle ça, charger les camions étrangers où ils gagnent beaucoup plus de commissions. Donc c'est exactement comme ça. Donc ça veut dire qu'un camion burkinabé, un camion de droit burkinabé qui paye toutes ces taxes au Burkina Faso, se retrouve à faire 2 mois, 3 mois au port. Pendant que les camions étrangers, je prends l'exemple par exemple du Togo, j'ai pris l'exemple du Togo, les camions togolais font des rotations. Voilà. Pourquoi? Parce que nos hommes refusent de payer les commissions ou pourquoi? Non,
les hommes refusent de payer les commissions. Normalement, il ne doit pas avoir d'intermédiaire, au fait. Il ne doit pas avoir d'intermédiaire. Oui, mais pourquoi la question, c'est pourquoi ils font la préférence des camions des autres pays par rapport aux camions burkinabés. Le problème, il est à quel niveau exactement? Non, le problème, il est à quel niveau? C'est parce que les Burkinabés, ils savent que c'est leur fret. Ils ont un peu plus le regard dessus. Ils sont moins, comment on appelle ça, en termes de comment on appelle ça, de commission. C'est-à-dire, il ne va pas réclamer, par exemple, une certaine commission à un Burkinabé, sachant qu'il est dans la légalité, quelqu'un qui comment on appelle ça, comme il sait que monsieur en règle, il ne va pas traiter, c'est mieux. Ok, d'accord, là je voilà, donc il préfère avoir plus avec ceux qui chargent illégalement. Maintenant je comprends. Par rapport à l'OTRAF, il y avait l'OTRAF qui organisait tout ça et tout. Alors la fêtière est venue pour régler le problème. Et à la création de la fêtière, nous avions reçu ici certains soit du Haut Conseil, soit de ceux de la fêtière, qui avaient dit que avec la mise en place de la fêtière unique, tout va rentrer dans l'ordre. Effectivement, ici on s'était posé la question du rôle du CBC dans le fret. Parce que le CBC est incontournable, mais quand on parle, on évoque légèrement le CBC et puis on passe à autre chose. Moi, ma question, pourquoi avec la création de la fêtière, ces problèmes sont toujours sur la table et ne sont pas encore résolus? Ok. C'est juste pour vous dire que c'est le même problème, nous avons dit en entrée du jeu. Le problème de la fêtière, c'est vrai qu'il y a eu la création de la fêtière, mais la fêtière actuellement, c'est-à-dire dans notre secteur, ça piétine toujours. C'est comme vous l'avez dit, de tractation en tractation. Aujourd'hui, il y a eu la création de la fêtière qui devait regrouper tous les transporteurs, s'unir pour défendre leurs intérêts au niveau des ports. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a la création de d'autres structures parallèles qui fait que c'est le statu quo à ce niveau-là. Donc, je vous informe que la situation est toujours la même avec les mêmes acteurs. Mais que dit le CBC? Voilà. Bon, le CBC, c'est la structure étatique. Nous avons toujours dit, même au directeur du CBC, nous avons toujours dit, il faudra un peu plus de rigueur au niveau de la gestion du fret au niveau des ports. Parce que je crois que nous avons participé à plusieurs réunions au niveau du CBC où ils ont une plateforme où ils arrivent à nous faire ressortir toutes les importations du Burkina en temps réel. Ils arrivent à nous faire ressortir toutes les importations dans le monde du Burkina en temps réel. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que en temps réel, c'est-à-dire sur le terrain, ils s'en sortent avec moins de fret à destination du Burkina Faso et ça passe par ces intermédiaires-là. Ceux que dans notre jargon, nous les appelons les coxeurs. Voilà, exactement comme ça. Pourtant, dans bien des domaines, on voit que les acteurs luttent pour que la gestion, sinon la mainmise de l'État, soit en tout cas combattue pour que ça soit géré de façon rationnelle par des personnes qui peuvent être plus pragmatiques que l'État burkinabé. Mais vous luttez pour que la gestion du fret soit entièrement consacré par le CBC. Ça n'est pas comprendre. Est-ce que ce n'est pas des intérêts individuels que vous combattez finalement? Non, pas des intérêts individuels. Au fait, nous ne parlons pas d'exclusivité pour le CBC. Non. Nous avons dit que le CBC étant l'institution qui doit garantir la gestion de notre fret là, doit quand même doit quand même nous c'est-à-dire la part qui nous revient, que le CBC vraiment puisse nous la donner. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les transporteurs sont présents sur au niveau du port. Les chauffeurs sont présents au niveau du port. Nous sommes représentés. Les transporteurs sont représentés par l'OTRAF. Voilà. Maintenant, je crois que c'est comment ça se passe actuellement. L'ordre d'arrivée se fait par les chauffeurs eux-mêmes. C'est-à-dire l'ordre d'arrivée, les camions qui viennent, vous vous alignez sur une liste, vous vous inscrivez sur une liste. Et cette liste-là est transmise au niveau du syndicat des transporteurs. Maintenant, quand il y a du fret qui arrive au niveau du CBC, vu par rapport à la quantité, c'est reversé au niveau des transporteurs qui font, c'est-à-dire qui préparent ce qu'on appelle des bons d'expédition. Et avec le concours maintenant des deux syndicats des transporteurs et des chauffeurs routiers, on fait maintenant l'appel par ordre d'arrivée
des différents camions. Voilà, et exactement ça se passe comme ça. Mais maintenant, il faut dire que quand nous interpellons le CBC, c'est au niveau même du fret, la répartition du fret. Voilà, la répartition du fret. Si nous avons droit à 2000 tonnes, qu'on puisse nous donner vraiment nos 2000 tonnes. Voilà, pour qu'on puisse charger nos camions. Mais ça, c'est pas le cas. Voilà. Exactement. Comment savoir que c'est un fret burkinabé, c'est-à-dire c'est 2 tonnes qui vous reviennent et puis c'est d'autres transporteurs d'autres pays qui ont pris? Non, c'est des comment on appelle ça? C'est des accords, hein, c'est des accords qui existent. 2 tiers, 1 tiers. C'est comme je l'avais dit, 2 tiers, 1 tiers. Donc quand une marchandise doit venir au Burkina, ça doit être forcément transporté par un Burkinabé? 2 tiers, 1 tiers, j'ai dit. En fait, c'est des accords. Les camions burkinabés doivent transporter 2 tiers de la quantité. De la quantité du produit. Voilà, et 1 tiers revient au pays de transit. Donc parce que si vous partez dans d'autres pays avec la marchandise. Exactement. D'accord. Voilà. Mais dans vos rangs, il y a un son de cloche dissonant qui se désolidarisait déjà de votre initiative, de votre grève. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos rangs? Bon, c'est vrai que nous aussi, nous l'avons appris pendant que nous étions en train de préparer aussi. Nous étions au bureau, nous étions en train de préparer la rencontre avec le ministre des Transports. Et je crois que nous avons pris acte. Bon, nous avons simplement pris acte, hein, parce que nous les avons informés par courrier, comme nous sommes tous des acteurs du même secteur. Et que si vous voyez, par exemple, toutes nos doléances là, c'était dans le but vraiment d'alléger vraiment la souffrance des chauffeurs routiers le long des axes et puis au niveau des ports. Mais je crois que aux dernières nouvelles, pendant que nous étions au niveau de, comment on appelle ça, du ministère, je crois que il y a un autre groupe, une autre note est arrivée au bureau qui se désolidarise encore du président, de leur président, qui disent qu'ils ne sont pas, parce qu'il n'y a pas eu de concertation, il a fait ça de lui-même. Et donc, je crois que c'est cette note-là que nous avons vraiment... ça c'est la dernière note signée par le secrétaire général. Voilà. Il y a 2 sons de cloche. Il y a 2 sons de cloche, eux, à leur niveau. Et je crois que la deuxième semble être la bonne, parce que bonne parce que ça vous arrange? Pas parce que ça nous arrange, pas parce que ça nous arrange. Quand vous voyez par exemple j'ai essayé de lire un peu la déclaration liminaire. Bon, j'ai trouvé que c'est je ne dirais pas que c'est chose, mais la personne n'est pas très imprégnée vraiment du déroulement de tout ce qu'il y a, quoi. Mais il y avait le bras de fer entre vous et puis l'OTRAF. Maintenant, est-ce que c'est réglé? Maintenant, non, il n'y a pas de problème, C'était justement à cause de cette gestion du fret-là. Et je crois que maintenant, nous avons vraiment trouvé, c'est-à-dire avec l'avènement de cette fêtière-là, nous avons vraiment cru que si vraiment on allait vraiment s'associer, parler d'une même voix, on pourra vraiment développer notre secteur. Oui, mais vous aviez bandé les muscles, chauffeur routier, l'OTRAF l'organisation des patrons disent non, nous ne sommes pas au courant, vous ne devrez pas le faire. Il y a même une affaire judiciaire. Une affaire judiciaire concernant M. Maïga de l'OTRAF. Oui. Qui aurait été épinglé par des chauffeurs et tout. L'affaire est en justice. Oui, en fait, nous l'avons appris ça aussi comme ça. C'est pas tous les chauffeurs. Vous êtes le secrétaire permanent de l'URCB, vous avez appris ça comme ça? Non, c'est juste un groupe. Non, si je dis ça, ce n'est pas des chauffeurs qui relèvent, par exemple, de nous, notre... Ils ne sont pas membres de l'URCB. Voilà, qui relèvent de nous, notre organisation. Voilà, donc l'URCB n'est nullement cité dans cette histoire-là. C'est juste, c'est pas des arrangements, je sais pas. Donc, d'accord. Ouais. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est que vous avez menacé d'aller en grève pour un certain nombre d'éléments. Oui. Et je sais que ce qui est central, c'est quand même la gestion du fret. Et quand on regarde dedans, moi je me rappelle qu'après le conseil des ministres du fameux 26 février là, ils ont parlé de changements qui soient efficients, c'est-à-dire que le gouvernement présentait la chose comme une bonne innovation et responsabiliser le CBC pour ce qui est de la gestion du fret, avec la fameuse question ils appellent ça bon de chargement, qui devenait obligatoire. Obligatoire, exactement. Voilà. Mais je me demande si c'est bien, tout le monde sait que c'est bien. Pourquoi ça coince? Quand vous discutez, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui font que
dans la mise en œuvre, on est encore en train de piétiner parce que quand on regarde au fond, ça dit que ça joue le jeu d'une petite mafia. Exact. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Bon, je crois que c'est la même question aussi que nous avons posée. Hein. C'est la même question. Nous avons dit pourquoi ça piétine. C'est ce que nous avons cherché à savoir. Et je crois que nous avons, par rapport à cette question, nous avons fait plusieurs écrits. On a fait plusieurs écrits, on a essayé de taper un peu aux différentes portes, mais ça piétine. Bon, mais voilà. Pour être concret, vous dites que ça crée, enfin, moi j'ai parlé de mafia, vous avez acquiescé, mais au départ vous disiez il y a plein d'intermédiaires. Mais c'est qui les intermédiaires? Les intermédiaires sont à plusieurs niveaux. Les intermédiaires sont à plusieurs niveaux. Il y a aujourd'hui par exemple, il y a, comment on appelle ça, il y a des représentants des importateurs par exemple qui sont au niveau des ports. Des représentants, il est juste qu'un représentant qui doit s'assurer de l'arrivée par exemple de la cargaison et juste mettre la cargaison en entrepôt, déclarer le fret au niveau du CBC et le CBC se charge de faire la répartition. C'est comme ça. Son rôle, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, il y a ces intermédiaires, ces représentants-là qui se sont transformés en intermédiaires. Pourquoi? Parce que quand il y a 2000 tonnes qui arrivent, normalement, ils doivent déclarer tous ces 2000 tonnes-là au CBC. Et les 1/3 reviennent aux camions togolais et les camions burkinabés. Mais vous allez trouver que ces intermédiaires-là ne vont pas déclarer les 2000 tonnes. C'est une certaine quantité qui est juste, qui est déclarée au CBC. Mais est-ce que ce n'est pas le Burkinabé qui se fait du mal? Est-ce que c'est comme ça que les Togolais fonctionnent? Mais justement, et c'est ce que nous étant sur le terrain, nous étant les praticiens, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Nous voyons la même mise des étrangers sur nous-mêmes, notre propre fret. Et aujourd'hui, par exemple, si je vous dis aujourd'hui, ça c'est le cas du Togo, le cas d'Abidjan, c'est des étrangers même qui gèrent le plus grand, comment on appelle ça, le plus grand intermédiaire du fret burkinabé aujourd'hui, c'est un Malien, Abidjan. Bon, la nature aurait du vide si nous-mêmes ne... Non, exactement. Parce que c'est un Malien que ça ne marche pas, ou bien c'est parce qu'il le fait mal, parce que ici ce n'est pas forcément la nationalité, mais si c'est fait dans les règles de l'art, il gagne ce qu'il gagne, il fait un travail et que le pourcentage est respecté, je ne vois pas où se trouve le problème. Oui, mais parce que quand vous entendez parler, le problème doit être à deux niveaux. Parce qu'il est malien ou parce qu'il fait mal le travail. Non, c'est pas parce qu'il est malien. C'est pas parce qu'il est malien. Je veux d'abord dire que, au fait, le système même devait se faire de telle sorte qu'il n'y ait même pas d'intermédiaire. Et de surcroît, un étranger qui vient gérer le fret du Burkina Faso. Je vois mal un Burkinabé en train de gérer le fret du Mali. Vous posez une question de souveraineté. Voilà, ça c'est un. De deux, c'est pas qu'il ne fait pas bien son travail. Il ne devait même pas exister au fait d'intermédiaire dans cette transaction-là. Voilà. Mais qui doit s'occuper? S'il ne doit pas exister d'intermédiaire, vous dites le CBC est là, vous voulez que le CBC puisse faire le travail, entre-temps c'était le traffic et tout et tout. Maintenant, vous ne voulez même pas que l'intermédiaire existe. Sur la table de la création de la fêtière, ces questions ont été réglées. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas réglé. Parce que, je prends aussi au Burkina, vous avez parlé des importateurs. Vous avez des grands noms des importations au Burkina qui importent du riz ou je ne sais pas moi, mais qui a ses propres camions. Exact. Donc quand ça vient, je suppose que ce sont ses propres camions qui transportent lui-même ses propres marchandises. Parce qu'il a les moyens de s'offrir des camions et de faire envoyer des marchandises. Le reste, on donne à d'autres camions. Ou bien, il doit également tenir compte d'autres camions pour prendre au cas où lui-même n'arrive pas à couvrir. Exactement. Dans la législation des transports, tout a été pris en compte. Il y a le transport pour compte propre et il y a le transport pour compte d'autrui. Le transport pour compte propre, c'est lorsqu'un importateur, par exemple, a ses propres camions. Et ça aussi, il ne peut pas avoir l'exclusivité du transport de cette marchandise-là. Voilà, il y a un quota effacement reversé aux autres transporteurs. Voilà, ça c'est d'office. Et il
y a des critères, à respecter. Il faudra que le comment on appelle ça, l'importateur, ça veut dire sur le truc d'importation, le nom qui figure, doit figurer également sur les cartes grises des camions qui transportent ces marchandises-là, pour qu'on puisse parler en ce moment-là de transport pour compte propre. Alors, est-ce que les autres pays ont des intermédiaires? Les autres pays? Oui. Au niveau des ports? Oui. Où se trouvent nos intermédiaires là? Je voudrais savoir si les autres pays ont des intermédiaires là-bas. Bon, il y en a. Ce n'est pas une pratique exclusivement burkinabé. Ce n'est pas une pratique exclusivement burkinabé, mais je crois qu'il est encore moins, c'est moins perceptible pour les pays qu'une façade maritime. Voilà, nous n'avons le Niger n'a pas de façade maritime, le Mali n'en a pas. Quand je prends par exemple le cas du Niger, c'est un cas typiquement, comment on appelle ça, à part. Ça se passe comment? Parce que le Niger, eux, dans cette gestion-là, ils sont stricts dans cette gestion. Vous ne verrez pas de camions étrangers qui vont transporter de la marchandise du Niger sans des préalables. Il peut en exister, mais jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au niveau du Niger, ils sont au courant que c'est eux qui les donnent quitus de charger. C'est mieux organisé. Mieux organisé. Mais il y a des intermédiaires tout de même. Non. Au Niger, pour le compte du Niger, il n'y a pas d'intermédiaire. Et le Mali? Je parle de ces deux pays parce que c'est nous qui n'avons pas de façade enclavée. Pour le Mali, il y en a quand même. Pour le Mali, il y en a parce que le Mali et le Burkina, nous sommes à peu près on a les mêmes. Nous avons les mêmes problèmes. Ouais. Maintenant, qui doit combattre les intermédiaires? Qui doit combattre les intermédiaires? Je crois que nous, dans notre avis, je crois que l'impulsion doit venir du CBC. On doit mettre des mécanismes. Afin de garantir vraiment, comment on appelle ça, le partage de cette, comment on appelle ça, des quantités de marchandises qui viennent au niveau importé au niveau du Burkina. Parce que le CBC, comme je l'avais dit, on ne peut pas faire de commandes extérieures sans passer par le CBC. Donc le CBC doit être normalement, s'ils sont vraiment rigoureux, ils doivent connaître la quantité de marchandises qui accostent dans chaque port et la quantité qui doit revenir au Burkina Faso. Ouais, moi je crois. Mais c'est vrai que quand vous développiez, vous avez dit qu'il y avait plusieurs points. Nous, on vous a fait vous arrêter sur la question de fret. Oui, tout à fait. On va continuer. Voilà, ok. Donc, il y a le problème aussi de la recrudescence des tracasseries routières et le long des axes au niveau du Burkina Faso. Pour cette question-là, je crois que ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Je crois que c'est depuis à l'avènement de cette insécurité-là. On nous a approchés pour nous dire, effectivement, vu la situation, il va falloir qu'on puisse mettre des postes sécuritaires, j'ai dit, de contrôle sécuritaire, pour vraiment sécuriser les Burkinabés. Nous, en tant que Burkinabés, nous avons dit, nous sommes entièrement d'accord. Entièrement. Nous avons même fait des campagnes, des campagnes de sensibilisation au niveau de nos membres. Pour leur dire, effectivement, le gouvernement nous a demandé que quand vous verrez des postes, effectivement, ne soyez pas chose, mais c'est juste pour notre sécurité, parce que nous sommes menacés de toutes parts. Et je crois que c'était des contrôles sécuritaires. Qui parle de contrôle sécuritaire, comme vous le savez, c'est juste vérifier les identités, c'est juste vérifier les véhicules, voir si. Voilà. Ce qui est différent d'un contrôle documentaire, un contrôle chose. Voilà. Donc, beaucoup de postes sont sortis pour des contrôles sécuritaires. Mais vous en conviendrez avec moi, aujourd'hui, je sais que vous voyagez tous. Et combien de personnes prennent la voie ici pour aller à Bobo sans être contrôlées? Ça se fait. Mais aujourd'hui, prenez la route aujourd'hui. Combien de camions que vous verrez
à chaque poste, il faut qu'ils s'arrêtent, ils descendent avec le document. Malgré que c'est des postes sécuritaires. Et ce sont à ces mêmes postes sécuritaires-là qui ne sont même pas censés, comment on appelle ça, vérifier des documents. Puis il y a des postes documentaires qui sont là, connus aussi par tout le monde. Et non. Est-ce que la sécurité, c'est pas aussi vérifier l'identité de ceux qui passent? Si, nous ne sommes pas contre ça. Nous ne sommes pas contre. Mais on ne s'approche même pas du véhicule, c'est ça le problème. Vous verrez, quand vous voyez le dispositif, personne ne s'approche du véhicule. Concrètement, quelqu'un qui quitte le Togo, oui. Comme vous parliez, c'est l'exemple que vous aimez prendre, oui. Vous venez jusqu'à Ouaga. En gros, il paie combien? Par poste. Et par poste, je prends l'exemple des gros porteurs. Hein. Sur ce corridor-là, je n'ai pas fait une estimation, mais je ne vais pas totalement. Je peux citer comme ça. Mais je sais que de là-bas ici, par véhicule, moyennement, il peut payer autour de 4 500 à 5 000. Jusqu'à Ouaga. Par poste ou bien... Non, pas par poste. D'accord. Parce qu'il y a des postes où on paye 1500, il y a des postes où on paye 2000, il y a des postes où on paye 1000 francs. Pourquoi on paye? Ok. C'est là la question. Nous avons posé cette même question-là. Ils nous ont ramené la balle, ils nous ont dit que non, est-ce que c'est pas parce que nous, les chauffeurs, les transporteurs ne sont pas à jour? À jour de quoi? À jour de leurs documents, les documents afférents. Donc comme vous aussi, vous n'êtes pas sûr que vous êtes à jour, vous laissez un billet et puis vous passez? C'est pas ça. Et même pour les postes sécuritaires qui ne sont pas censés regarder les documents, mais si vous ne... Comment on appelle ça? Quand vous allez descendre, il est même dit dans les notes de service de la police des polices, il est dit que le contrôle se fait au pied des véhicules. Mais vous n'allez jamais voir, c'est nous les chausseurs qui roulent, c'est bon, vous, pas nous. C'est l'apprenti qui court pour aller remettre. Voilà, c'est vous les propriétaires de petits véhicules légers qui êtes contrôlés au pied du véhicule. Mais vous voyez, nous les gros porteurs, vous voyez comment les apprentis courent pour aller sous l'arbre. Sous l'arbre. Eux-mêmes, ils aiment courir, on dirait. Non, c'est pas qu'ils aiment courir. Parce que nous avons... Parce que le chat va pas venir. Non, à la sortie des notes, nous avons voulu appliquer ça à la lettre. Nous avons dit, bon, il y a une note qui est sortie, et nous avons dit à tous les chauffeurs, voici la liste des postes sécuritaires. Quand vous arrivez, arrêtez-vous pour qu'on puisse vous venir faire le contrôle. Mais nous avons eu la meilleure expérience de ça. Vous arrêtez. Puisque les supérieurs ont dit que quand vous arrêtez 5 minutes, 10 minutes, s'ils ne viennent pas, vous pouvez continuer. Mais on a vu ça. On va vous arrêter, ils vont dire que vous avez brûlé le feu. Quand vous avez brûlé le poste, ça c'est un. De deux, quand vous allez vouloir vous exprimer, ils vont dire que c'est outrage à un agent. Et on te fait une verbalisation de 12 000. Et tu continues, ça fait 25 000. Mais même les postes de documents, vous dites qu'il y a des postes qui sont reconnus pour la documentation. Est-ce qu'il est tenu de payer? Non. Il n'est pas tenu de payer. Aujourd'hui, par exemple, le phénomène est tel que un camion à jour passe plus de temps à un poste de contrôle qu'un camion non à jour. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Comme il est à jour, il ne va pas payer. Comme il est à jour, moi par exemple, si je suis à jour, je ne veux pas payer. Ils vont retourner, comment on appelle ça? Ils vont retourner mon cahier dans tous les sens. Ils vont déposer ça. Pendant ce temps-là, ils sont en train de... Ça veut dire, tu as arrêté. Ils vont d'abord ils vont s'occuper de d'autres personnes. Il suffit seulement qu'ils te disent, ah chef, si c'est bon, si je viens. Comme tu n'as pas payé, je viens faire mon travail. C'est en ce moment maintenant, il se déplace. C'est en ce moment maintenant, il se déplace pour aller au niveau du véhicule. Ils vont vérifier jusqu'à la roue. Non, jusqu'à la roue, mais ils vont trouver un défaut. Ils vont te dire que tu as des Vous êtes tellement nombreux sur les voies. Non, mais vous êtes tellement nombreux sur les voies que vous pesez. Pourquoi vous ne dénoncez pas? S'il y a des postes, c'est des postes qui sont ciblés. On sait qui est là, quand et comment. Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas? Si vous êtes nombreux à dire à tel poste, à tel poste, à tel poste, voilà ce qui se passe. Je pense que le nombre pèse. Exactement. Je vous dis par exemple, en 2016,
avec le ministre, l'ancien ministre, M. Simon Compaoré, nous avons dénoncé. Mais séance tenante, c'est ce qui a amené la création de la police de police qui n'existait pas. Ça, c'est le ministre Simon qui a créé cette structure-là, qu'on appelle CONACFP, la Coordination nationale de contrôle des forces de police, qui est une structure censée contrôler les forces de police. C'est avec cette structure-là, nous avons fait une mission conjointe sur toute l'étendue du territoire où nous avons dénombré tous les postes. Nous nous sommes assis ensemble, nous avons vu les postes qui n'étaient pas nécessaires, les postes, et nous avons donné des attributions. Bon, ils ont donné des attributions à chaque poste. Nous avons cette liste-là. Et c'était des notes de service qui étaient sorties en bonne et due forme. Mais regardez aujourd'hui, tous ces postes qui sont censés être des postes sécuritaires sont devenus des postes documentaires. Et à la limite, les postes même qui ont été supprimés sont ressortis. Vous voyez des gens qui ont dit de ne pas travailler, ils veulent travailler forcément. C'est compliqué. Si c'est, bon, nous tous on sait. Quand on dit de ne pas travailler, repose-toi, mais tu veux forcément travailler, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas ton travail, mais tu veux le faire. Tu veux le faire. Et Dieu seul sait, nous avons demandé à chose. Nous sommes aux portes de la CONACFP. Ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'ils nous ont donné même un numéro vert. Le numéro vert de la CONACFP, quand nous appelons, quand les chauffeurs appellent, on est en train de faire la sensibilisation. Nous sommes tellement nombreux. Chaque les chauffeurs chez nous, actuellement, nous sommes plus nous tirons autour de 22 000 à 23 000 membres. Donc, la sensibilisation est un peu compliquée. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va avec le groupe WhatsApp. On arrive à faire de notre mieux. On a vulgarisé au fait ce numéro police de police dit quoi? Oui, la police de police, même la semaine dernière, nous avons eu, comment on appelle ça? Nous avons eu une rencontre de haut niveau avec tous les responsables chargés du contrôle. Mais c'est des problèmes qui sont connus, mais qui a la peau dure. Eux-mêmes, ils ont reconnu ça. Parce que les éléments aujourd'hui, quand tu leur dis de faire ça, ils partent sur le terrain, ils te feront autre chose. Bon, je ne sais pas si c'est avec la bénédiction de... On n'a pas abordé les autres points de revendication, mais quand on les parcourt de façon générale, est-ce que vous en tant qu'UCRB, vous ne outrepassez pas vos prérogatives? Est-ce que vous ne marchez pas sur les plates-bandes donc de vos patrons qui sont les transporteurs? Parce qu'à certains points, quand on les regarde, on se dit, mais c'est bien de vouloir revendiquer, mais est-ce que ça vous revient véritablement de parler de ces questions-là? La question, quelle question par exemple? La gestion du fret, les tracasseries où il faut dépenser, ça revient quand même des dépenses qui s'accumulent sur, en tout cas, le portefeuille du patron. Oui, non. Non, aucun patron ne vous dira que lui donne de l'argent à son chauffeur pour qu'il distribue aux choses. Si c'est des pratiques connues, ce n'est pas dans la cagnotte. Mais vous gagnez l'argent vous gagnez l'argent pour distribuer. Vous gagnez l'argent pour distribuer si ce n'est pas le patron qui a donné. Non, en fait, c'est des frais de choses, comment on appelle ça? Comment on les appelle? C'est des frais de route. C'est des frais de route, mais il n'est pas dit explicitement, prends ça pour donner ça au FCI. Non. C'est le chauffeur même qui étant sur le terrain, parce que le patron, lui, c'est que tu fasses 3 jours sur la route, c'est pas lui qui n'est pas à côté de sa famille. Ça, c'est toi. Donc, le chauffeur, il se trouve contraint de le faire. Sinon, c'est tout ce retard-là, il va le supporter. Exactement. Plus il dure en voyage, plus il n'a plus rien. Donc, il est obligé de choisir. Merci à vous, Monsieur Yamindi Dramane-Doussa, secrétaire permanent donc de l'UCRB. Merci d'être passé nous expliquer la situation qui prévalait au niveau de votre organisation. Et on peut s'en réjouir que le mouvement n'ait pas eu lieu, parce que finalement, c'est les populations qui allaient en partir. Alors, non, mais il y a eu, c'est juste une suspension. Une suspension, pas une levée. Pas une levée. En attendant à quelles conditions? Non, en attendant que comment on appelle ça, le protocole d'accord, les engagements qui ont été pris par l'autre partie. Je crois que les engagements, ça commence à partir du vendredi, voilà, avec la signature de l'arrêté. Et puis, je crois que nous avons d'autres sur les autres points. Nous avons une autre rencontre le 8 avec le ministère de la Sécurité. Je crois que le 11 aussi, sur, comment on appelle ça, sur le point relatif à la suppression de la taxe de stationnement illégalement perçue par les communes.
Voilà, je crois que ça aussi, il y a une rencontre qui est prévue pour le 13. D'accord. Et nous aurons l'occasion, nous aussi, d'interroger les autorités en charge donc, des questions de transport. Tout à fait. Pour comprendre l'évolution de ces questions-là. C'est ça. Merci, mesdames, messieurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.